Bonne oubliée à tous, ici le Hall d'Histoire, votre chasseur de l'arche dévoué. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle promenade Culture & Chill et cette fois-ci ce sera sur le jeu Borderlands 3. Voilà, très heureux de vous retrouver, installez-vous confortablement et nous sommes partis pour cette promenade. Donc vous le savez, je vais vous faire découvrir le jeu vidéo en chillant paisiblement, en se promenant, en passant un bon moment. Et en même temps, on va essayer de s'interroger sur les références culturelles, historiques, mythologiques que l'on trouve dans ce jeu vidéo. Donc voilà, vous aussi, de votre côté, n'hésitez pas à réagir en commentaire et dites-moi ce que vous voyez, ce que vous avez vu, ce que vous avez perçu. Et d'ailleurs, avant de commencer tout à fait, on va regarder la boîte du jeu. Regardez. La boîte du jeu vidéo en elle-même est une référence culturelle. Je vous l'approche un petit peu. Le personnage que l'on voit dessus est une référence à un Christ, au Christ en majesté, une représentation du Christ en majesté. Si on fait une petite recherche, alors attendez, pour vous voyez la petite recherche, il faut que je switch d'écran, voilà, c'est parti, Christ en majesté, vous allez voir que la ressemblance est frappante. Si je mets image, regardez un petit peu, si je prends là, on a un Christ en majesté, et si on compare donc avec la boîte du jeu, regardez. Hop. Voilà donc des représentations du Christ en majesté. On retrouve donc la main levée, qui est signe de parole de Dieu. On retrouve donc l'auréole autour donc de la tête. Et là, si on voit donc, on va cliquer d'ailleurs sur le Christ Pantocrator, là en l'occurrence, on voit qu'il est vêtu d'une comment dire, d'une cape bleue, je sais pas trop comment appeler ça, et on retrouve justement cette cape bleue sur les épaules de notre personnage là sur la boîte. Donc déjà, première référence culturelle, une référence au christianisme, une référence donc à la représentation du Christ en majesté. Alors moi je dis Christ en majesté, mais d'autres disent Christ en gloire. Alors attendez, on va regarder parce que il y a un article intéressant justement, parce que je ne sais pas la différence. Moi je me souviens de mes études donc où on avait fait l'histoire de l'art, mais je me souviens plus. Christ en majesté, la différence avec Christ Pantocrator, on va regarder. Alors, icône du Christ en gloire se distingue du Pantocrator par une représentation du corps complet du Christ, debout ou assis sur un trône au centre d'une mandorle. Qu'est-ce qu'une mandorle? Très intéressant en tout cas. En peinture ou en sculpture, c'est une forme ovale qui entoure parfois la Vierge sur son trône ou le Christ en majesté. Alors attendez, se distingue du Pantocrator par une représentation du corps complet. Donc Christ en majesté, il y a le corps complet. Alors attendez, Christ en majesté, donc il y a le corps représenté de manière complète. Tandis que le Pantocrator, il n'est pas complet. Ah, eh ben, regardez, j'ai fait une erreur. Sur la boîte, c'est une référence à un Christ dit Pantocrator, un Christ Pantocrator, puisque du coup, il n'est pas représenté en entier. Il n'y a pas le corps en entier. Tandis que le Christ en majesté, le corps est représenté en entier, comme par exemple sur cette représentation. Génial, génial. Ah, je suis vraiment content de cette découverte. Pour le coup, j'ai découvert en même temps que je vous en ai parlé. Je me souvenais vaguement de mes cours d'histoire de l'art. Je me souvenais avoir entendu des Christ Pantocrator et Christ en majesté. Je me souvenais plus de la différence. Donc je récapitule. Christ en majesté représenté en entier et Christ Pantocrator représenté non en partie. On voit le buste. Voilà, donc c'est un Christ Pantocrator plutôt. Génial. Je suis vraiment content de cette découverte, voilà. Bon bah très bien, on va pouvoir maintenant se lancer effectivement dans notre promenade. On va avancer, on va aller en direction des bâtiments et on va essayer de répertorier un maximum donc de références culturelles. Vous le savez, c'est toujours l'objectif. Passer un bon moment, découvrir un jeu vidéo, mais le découvrir pas seulement sous l'angle ludique, sous l'angle du jeu, mais aussi le découvrir sous l'angle donc des références culturelles qu'il contient. C'est ça, moi, qui me passionne, qui m'anime, et je suis heureux de vous partager tout ça. Alors, attendez, oui, mais ils sont beaucoup trop puissants. J'ai mis le jeu en mode KO, je suppose, mais c'est ingérable, hein. Je vais pas m'approcher d'eux. Écoutez, ça va être trop compliqué. Oui, je fais des esquives même en vrai. Réflexe, j'ai bougé ma tête pour leur échapper. Non, mais là, je le sens vraiment pas. Je vais fuir, on va revenir d'une autre manière. Donc du coup, oui, comme vous le savez,
j'aime vous parler des références culturelles, historiques, mythologiques. C'est ce que je fais en fait à chacune de mes vidéos. C'est ce que je fais sans cesse. Je vais enlever le mode. Ouais. Et je vais mettre appliquer, quitter. C'est ce qui m'intéresse le plus parce que je veux vraiment prouver, d'une certaine manière prouver, oui, mais montrer que le jeu vidéo est le jeu vidéo est un art qui se nourrit d'autres arts. Et dans le jeu vidéo, donc, on a des références absolument fabuleuses à tout un tas de choses. À d'autres créations, à d'autres arts, à l'histoire, à la mythologie. Et j'aime montrer cela parce que ça montre vraiment la richesse du jeu vidéo. Mais au-delà de ça, ce que je souhaite vous montrer, vous partager, vous le savez peut-être depuis le temps, si vous me suivez depuis un moment, c'est que je veux vous montrer que la culture est partout. La culture est partout où on la cherche. La culture, elle dépend de notre regard et il suffit justement de poser un regard ouvert, curieux, pour découvrir que la culture est omniprésente. Et c'est ce qui rend notre univers, notre monde riche. C'est de chercher justement les références culturelles qui sont partout. Donc références culturelles, j'entends par là mythologique et historique également, puisque ça fait partie de la culture. Donc là, normalement, ça devrait être plus simple. Voyons voir. Oui, ah bah oui. Aïe, enfin, si j'arrive à viser. Ce qui est pas dit, ça. Oh là là. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, je joue vraiment très très mal. Et je me fais un petit peu rouler dessus d'ailleurs. Où est-ce qu'il est celui qui me tire dessus? Il est là. Aïe, j'ai quasiment plus de vie. Alors, je vais du coup essayer de faire un combat pour la survie en tuant le fanatique brutal. Ok, un second souffle, super. Et comme vous le savez, peut-être, je sais pas, à chaque fois je vous dis comme vous le savez, mais peut-être que vous le savez pas, c'est peut-être la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, je me considère comme un passeur. Je revendique aucune des connaissances, hein, je ne suis pas un puits de connaissances, je dirais plutôt que je suis un passeur de connaissances. Et les quelques connaissances que je suis arrivé à accumuler, j'ai envie de vous les transmettre. Donc continuons sur les références de notre jeu plutôt que de parler de pourquoi je fais tout ça. Il y a une référence qui est évidente, c'est le lien avec la série de films Mad Max. Quand on joue à Borderlands, si on a vu les films Mad Max, on s'aperçoit à quel point ce jeu vidéo, sur l'ambiance, sur l'apparence, sur le graphisme, sur tout plein de choses, sur l'atmosphère qui se dégage de ce film, de jeu vidéo, on retrouve Mad Max. Donc Mad Max, on va faire une petite recherche après. Là je fais un léger combat juste pour le fun, hein, c'est juste histoire de... Mais on va aller se promener un petit peu plus loin. Hop, allez, je m'enlève de là. On va pas trop traîner dans le combat, c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus. Mais du coup je vais en profiter maintenant, hop, pour faire une petite recherche avec Mad Max, vous allez voir. Mad Max. Il y en a eu un récent d'ailleurs qui est sorti en 2015. Mais autrement, c'est des films des années 80, je crois. Regardez. Quand on regarde là, il y a une histoire de véhicules, de grandes étendues désertiques. Donc on reconnaît un petit peu l'ambiance qu'on retrouve sur la planète Pandore. Sur la planète Pandora. Donc voilà. Mad Max. Si on cherche un petit peu, qu'est-ce qu'on a donc du coup? Mad Max. Film d'action dystopique australien de 1979 réalisé par George Miller. Et sorti en 1979. Ok, donc ça c'est pour le premier Mad Max. Il n'est pas question donc du Mad Max de 2015, comme je vous dis. Donc voilà pour Mad Max, je vous en dis pas plus. Ce qui m'intéresse, c'est que je vous ai dit, nous sommes là sur la planète... Hop. Là, voilà, comme ça. Nous sommes sur la planète Pandora. Pandore ou Pandora, comment il la prononce? Je me souviens plus, on va regarder. On va mettre la carte. Voici la carte. On va mettre donc vue orbitale. Donc nous sommes sur Pandore, oui, il l'appelle Pandore. Et sur la planète Pandore, en fait, c'est pas le nom de la planète n'est pas un hasard. Je vais vous mettre le jeu en plein écran. Regardez, donc c'est écrit Pandore en haut à droite. Et c'est pas un hasard parce qu'en fait, Pandore, c'est une référence à la mythologie grecque. Donc je vous le dis, il y a vraiment de très nombreuses références à la mythologie grecque dans Borderlands. C'est vraiment infusé de mythologie grecque. Pandore, qui est-elle? Eh bien, Pandore, elle est considérée comme la première femme humaine, façonnée dans l'argile par Héphaïstos et animée par la déesse Athéna. Donc Héphaïstos, dieu forgeron, Athéna, déesse de la sagesse, se sont alliés, disons, pour fabriquer cette première femme humaine qu'on appelle Pandore. Elle est associée à la légende de la boîte de Pandore et elle est très connue pour cela. Si on regarde donc le mythe de la boîte de Pandore, alors je vais fermer les autres pages pour pas que ça s'accumule trop. La boîte de Pandore est un artefact de la mythologie grecque lié au mythe de Pandore dans le poème Le Travaux et les Jours d'Hésiode. Alors Le Travaux et les Jours d'Hésiode, je l'ai, il est là. Hop. Je l'ai, c'est ce livre, enfin moi je l'ai dans cette version-là.
Hop, regardez, donc je vous le montre. C'est un livre qui coûte pas très cher, 5,60 € pour cette édition, le livre de poche, et c'est vraiment un livre de bonne facture. Moi j'ai bien aimé sa lecture, voilà. Donc je vous le montre juste rapidement, et on repart sur l'explication que l'on a trouvée en résumé ici. Alors, moi j'aimerais bien vous lire donc... Est-ce qu'il y a un petit résumé? Hésiode rapporte que la curiosité de Pandore l'a amené à ouvrir un récipient laissé à la garde de son mari, libérant ainsi les malédictions physiques et émotionnelles sur l'humanité. Oui, est-ce qu'on a une petite... Écoute, je vais vous en faire le résumé. Le problème, c'est que c'est un résumé par rapport à ma mémoire. Mythe de Pandore. Et j'ai peur que mon résumé soit fautif, du coup. Lumni. Hop, donc c'est un site pour les étudiants, ça. Oui, alors... Dans la mythologie grecque, Pandore est la première femme créée sur l'ordre de Zeus, irritée contre Prométhée et les hommes. Donc Prométhée, c'est un titan qui a volé le feu pour l'apporter aux hommes. Et comme Zeus n'a pas apprécié cela, il décide donc il ordonne de faire Pandore. Elle est envoyée sur Terre avec une boîte mystérieuse, et la curieuse Pandore devient malgré elle l'instrument de la vengeance de Zeus. Bon. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'elle finira, pour résumer, pour simplifier, sinon ça va être trop long, on va pas avancer. Ce qui va se passer, c'est que Pandore va ouvrir cette boîte et va libérer les maux contenus dans cette boîte. Donc la guerre, la famine, la maladie, etc., qui va frapper l'humanité. Et Pandore s'appelle Pandore, en référence donc à notre fameuse Pandore dont on vient de parler. Je pense justement parce que sur Pandore, il y a la guerre, il y a la famine, il y a la maladie. Tenez, regardez des représentations de Pandore qui ouvre la fameuse boîte. Il y a la famine, il y a tout un tas de mots que l'on retrouve sur Pandore. Et justement, pourquoi Pandore est victime de tous ces maux? C'est en partie parce qu'il est dit que sur Pandore, il y a des arches. Alors les chasseurs de l'arche qui veulent ouvrir les arches, c'est un petit peu métaphoriquement Pandore qui souhaite, qui ouvre la boîte. Les arches. L'arche est l'équivalent donc de la boîte de Pandore. Voilà ce que je voulais dire. Donc première référence à la mythologie grecque, Pandore. Et on a d'autres références à la mythologie grecque. Donc on ne s'est pas beaucoup promené sur Pandore, mais on ne va pas y rester davantage. Il faut imaginer que c'est un lieu donc plutôt désertique. On va aller... Donc, hop, vue de la galaxie, et regardez, il y a d'autres planètes qui font écho à la mythologie grecque. Dans l'ordre, donc, on a vu Pandore, parlons maintenant de Prométhée. On peut même s'y téléporter en attendant, pour y jeter un petit œil, voilà. Où est-ce qu'on va aller? Allez, métroplexe de Méridien. Prométhée, pendant que du coup on se téléporte, hop, téléporter, masse. Complexe de Méridien, voilà, je vais me téléporter pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et là, du coup, on va faire notre petite recherche. Hop. Prométhée, c'est un titan, on en a un petit peu parlé, parce qu'il intervient dans ce qu'on a lu, il intervenait en partie. Alors, Prométhée est un titan, comme je vous le disais, et qu'est-ce qu'ils nous disent? Figure héritée du transmetteur du feu. Prométhée est surtout connu pour avoir dérobé le feu sacré de l'Olympe pour en faire don aux humains. Courroucé par cet acte déloyal, Zeus le condamne à être attaché à un rocher sur le mont Caucase, son foie dévoré par l'aigle du Caucase chaque jour et repoussant la nuit. Plusieurs éléments de sa légende, tels que son châtiment, semblent avoir été empruntés par les Grecs aux légendes du Caucase. Ok, donc notre Prométhée est un titan qui est considéré comme un bienfaiteur de l'humanité, même si parfois les décisions qu'il prend semblent ambivalentes, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, moi en tout cas je m'interroge sur Prométhée agit-il pour le bien de l'humanité ou pour déranger, pour embêter Zeus et les dieux olympiens, parce qu'il ne faut pas oublier que les dieux olympiens ont massacré les titans, donc les compagnons finalement de Prométhée, ceux de l'espèce de Prométhée. Et Prométhée s'est rangé du côté des Olympiens pour éviter d'être abattu en personne pragmatique et intelligente qu'il est, mais au final... est-il satisfait du sort des siens? Je suis pas sûr. Donc par là, en fait, il prend le parti des humains, j'ai l'impression, pour ennuyer Zeus. Donc là, on a une illustration justement donc de Prométhée qui se fait dévorer le foie par l'aigle du Caucase.
Voilà, donc là on est sur la planète, la planète qui porte le nom de Prométhée. Et pourquoi avoir donné le nom de Prométhée à cette planète? J'ai une petite idée. C'est que Prométhée, en plus d'apporter le feu aux humains, il apporte aussi la connaissance, le savoir mathématique, en architecture, etc. Et ça, c'est une planète, regardez, elle est, comment dire... oups, je me fais attaquer. C'est une planète qui est tout entière... elle est complètement urbanisée et elle est à la pointe de la technologie. Donc du coup, je me disais que le lien, c'est que... Le lien, ce serait que... C'est en référence à Prométhée à apporter la connaissance aux humains. Et donc du coup, cette planète est l'illustration des connaissances des humains. Voilà, donc ça c'est une idée que je vous partage. Que vous dire d'autre sur la planète Prométhée? Ça permet aussi, cette planète, au-delà du nom qui fait une référence à la mythologie grecque et qui est évidente, on a aussi une référence à une notion de science-fiction qui est le Couménopole. Je crois que c'est le Couménopole. Alors attendez, je suis tombé dessus tout à l'heure, je vais vous montrer. Et ça, c'est une notion que moi je ne connaissais pas avant de faire une brève recherche. Mince, est-ce que je vais arriver à retrouver ça? Alors, on va regarder, contexte et personnages. Ah, c'est ça. Plus tard, les chasseurs trouvent la carte qui les dirige vers la planète Eucuménopole de Prométhée. Quelle est cette notion que je ne connaissais pas et que j'ai découvert juste sur la page Wikipédia de Borderlands, donc c'est intéressant quand même. Donc une Eucuménopole désigne en science-fiction et en urbanisme prospectif une ville faite du monde entier. Originellement présent dans des œuvres de science-fiction, le concept décrit selon Konstantinos Doxiadis un possible phénomène de fusion d'aire urbaine et de mégalopole à l'échelle planétaire constituant alors une seule cité mondiale continue. Le concept décrit selon Konstantinos Doxiadis, voilà, un possible phénomène de fusion d'aire urbaine et de mégalopole. Je relis une deuxième fois pour être sûr d'avoir bien compris. Ok, et donc du coup, sur Prométhée, on a une illustration de ce que pourrait donner une planète totalement urbanisée. Voilà. Voilà donc pour notre planète de Prométhée. Je vois qu'on est déjà à 17 minutes d'épisode et on a déjà parlé de pas mal d'éléments. C'est vraiment, je sais pas, contre toute attente ou pas, moi je savais que Borderlands était un jeu très riche en références culturelles et mythologiques. Pour autant, vous de votre côté, peut-être que vous en doutiez pas. Et ça montre à quel point un jeu vidéo qui, vu de l'extérieur, on va dire ouais c'est un jeu vidéo pampant quoi, on vient, on tire, on vient, on tire. Mais loin d'être un jeu vidéo pampin, enfin si, il y a beaucoup de phases de tir, c'est un FPS en même temps, donc c'est normal. Il n'empêche que le jeu est très riche et vraiment très réfléchi, on voit que c'est malin, c'est intelligent, c'est bien pensé. En tout cas, c'est l'avis que je m'en fais, et puis c'est l'avis que je vous partage, puisque vous voyez, force est de constater les références qu'il y a. Là, on a la planète Athéna. Alors Athéna avec un S, est-ce que ça change ou pas? Je sais pas, mais on va quand même s'y téléporter, parce que je veux vous montrer que sur cette planète, on a une référence évidente donc à la déesse Athéna. Pendant le chargement, je vais vous montrer Athéna qui est très connue, donc on va pas trop insister sur elle, hein. Mais donc Athéna, c'est la divinité qui est associée non seulement à la sagesse, mais aussi à la stratégie militaire, aux artisans, aux artistes et aux maîtres d'école. Alors, certains disent que c'est la déesse de la guerre. Non, elle n'est pas déesse de la guerre. Le dieu de la guerre, c'est Arès. Non, elle est déesse, elle est associée à la guerre parce qu'elle est déesse de la stratégie militaire, mais c'est pas la déesse de la guerre au sens strict. Voilà, j'espère que vous voyez la nuance. Et donc, Athéna, déesse de la sagesse, et sur cette planète, eh bien, on a affaire à... Si je me souviens bien, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Borderlands 3, mais on a affaire à des moines. Et ces moines, du coup, sont empreints de sagesse, donc on peut faire un lien à pourquoi cette planète, ils l'ont appelée Athéna. Et on va s'y promener un tout petit peu. Je n'ai pas assez de connaissances sur le sujet, malheureusement, mais moi, cette planète m'évoque... je pense au Tibet, en fait, quand je vois cette planète. Comme c'est fait, comme c'est pensé, avec des moines qui vivent plus ou moins sur des montagnes, finalement, avec une architecture qui m'évoque, mais... Sûrement que je me trompe, et si quelqu'un est plus calé que moi à ce propos, qui m'évoque un petit peu le Tibet, mais je me trompe très probablement, hein. En tout cas, avec les moines, avec la pensée un petit peu, j'ai envie de dire, bouddhiste de ce lieu, ça me faisait penser à ça. Mais comme je vous dis, je me trompe probablement. D'ailleurs, est-ce que les moines tibétains... Je sais même pas si les moines tibétains sont bouddhistes. Attendez, je vais combattre 2-3 personnages. Ok... je vais
Alors, ce qui est cool, c'est que du coup, comme nous sommes très puissants, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer quelque chose. Comment je fais déjà? Comment je fais pour rentrer dans mon... Ah voilà. Regardez, j'ai cette fonction avec mon personnage. C'est vraiment cheat. Voilà, j'adore. Jouer avec l'ours de fer, c'est absolument formidable. J'adore ça. Hop, hop, hop. Voilà, je crois qu'il y a quasiment plus d'ennemis. S'il y en a là-bas. Alors, attendez. En même temps que je vais combattre un petit peu, je vais faire cette recherche. Moines tibétains, que sont-ils? Moines tibétains. Alors, attendez, je me fais rouler dessus par des méchants. Les moines tibétains, ils sont quoi? Quel rôle? Moines... Ouais, c'est bien des moines bouddhistes. J'ai été pris d'un doute, je me suis dit ça me paraît trop obvious, peut-être que je me trompe, d'autant plus que je suis assez peu calé sur le Tibet et les moines tibétains. Et donc du coup, j'aimerais bien un temple bouddhiste tibétain pour voir. Est-ce qu'on retrouve un petit peu cette ambiance? Donc attendez. Je vais avancer un petit peu, on va essayer de voir davantage. Mince, je suis bloqué, je peux pas passer si je reste dans... Comment je sors? Bah du coup je vais sortir de mon ours de fer parce que du coup il n'y a pas la place. Je passe pas avec. Alors on va essayer d'avancer un petit peu. Et donc là, les plus beaux temples bouddhistes du monde. Mais est-ce que c'est au Tibet ça? J'en sais rien si c'est au Tibet. Tibet, empreinte bouddhique. Voyage, circuit accompagné. On a quoi comme image, comme illustration? Non. Ah, j'aurais bien voulu avoir temple bouddhiste tibétain. Ensemble historique du palais Potala Lhasa. Tibet, palais... non. Temple. Tibet, temple. Je vais mettre juste Tibet et temple pour voir. J'ai du mal à trouver des éléments qui me conviennent réellement. Mais enfin bon, c'était juste pour vous partager cette idée. Après là, c'est vraiment une référence culturelle que je ne maîtrise pas. Donc du coup, je peux pas vous en dire davantage, mais ça reste quand même l'idée que j'avais. Dites-moi vous en commentaire si vous avez des éléments supplémentaires à ce propos. Moi, je n'en ai pas malheureusement. Du coup, je pense qu'on va changer de planète. Je ne saurais pas quoi vous dire plus à ce propos. Mais voilà, c'est quand même une planète très intéressante et absolument magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme planète? On a Eden 6. Alors, on va s'y téléporter brièvement pour jeter un petit œil. Parce que, pourquoi Eden 6? Vous savez, première référence culturelle dont nous avons parlé. La première référence culturelle dont nous avons parlé, c'est... hop, je sais pas où me téléporter, je vais me téléporter là. C'est une référence au christianisme avec la boîte de Borderlands. Et là, du coup, dans Eden 6, on a une référence au jardin d'Éden. Jardin d'Éden que vous connaissez probablement, vous en avez déjà entendu parler. Hein. Le jardin d'Éden est le jardin merveilleux où la Genèse place l'histoire d'Adam et Ève selon les traditions juives et chrétiennes. Il est souvent comparé au paradis. Le Coran adopte également ce nom, mais selon une autre conception, dans l'islam, le jardin d'Éden, identifié au paradis, relève d'un lieu céleste. Ok, donc si je comprends bien, dans le Coran, le jardin d'Éden est le paradis, mais dans la tradition juive et chrétienne, il est comparé au paradis, mais il s'en distingue, si je comprends bien. En tout cas, c'est ce que je crois comprendre. Alors, vision traditionnelle du lien. En tout cas, moi je me souviens effectivement du jardin d'Éden comme étant le lieu de vie d'Adam et Ève dans la Genèse. Et je vais pas en dire davantage à ce propos. Et donc du coup, là on a une planète qui a une végétation pour le moins luxuriante, qui porte le nom d'Éden. Donc du coup, encore une référence, cette fois-ci non pas à la mythologie grecque, mais disons à la mythologie chrétienne, judéo-chrétienne j'ai envie de dire. Puisqu'on peut parler, je pense, de mythologie judéo-chrétienne, au-delà donc de... Au-delà donc de la religion, c'est vrai qu'il y a pas mal de mythes qui sont associés aux croyances judéo-chrétiennes. Moi, je pense qu'on peut parler de mythologie, même dans ce cas-là, même dans le cas
de la religion chrétienne par exemple. Voilà, donc on a encore une référence qui est tout à fait intéressante et je vois que nous sommes déjà à 25 minutes. 25 minutes pour cette première promenade culturelle chill sur Borderlands 3. Je pense qu'on va en faire d'autres. Je ne veux pas faire des épisodes qui sont trop longs parce que là on pourrait, sincèrement, sur Borderlands, je pense qu'on pourrait faire des... on pourrait clairement faire des heures, j'ai envie de dire. Des heures de... Un épisode qui pourrait durer des heures tellement que c'est riche en références culturelles. Donc ce qu'on va faire, on va en rester là pour cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était franchement sympa. Moi j'ai adoré faire cette promenade culture and chill. J'aimerais bien la battre. Voilà, enfin. J'ai vraiment adoré faire cette promenade culture and chill. Ça faisait un moment que je voulais la faire. Ça faisait un moment que je voulais vous présenter le jeu vidéo parce que je savais qu'il était très riche en références culturelles. Alors après, je crois que vous en avez déjà parlé de ce jeu vidéo, mais dans des TikTok, donc de format short sur YouTube. Mais j'avais pas fait de vidéo à ce format-là. Du coup, je pense que c'était intéressant d'en faire au moins une. Je pense que je vais en faire d'autres pour essayer d'aborder justement les références culturelles qu'on n'a pas eu le temps d'aborder dans cette vidéo. Quand je vous le dis, je voudrais pas la faire trop longue. Donc vous, de votre côté, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Je vous lirai avec plaisir. Dites-moi ce que vous avez vu, dites-moi les références culturelles que vous avez vues. Et pourquoi pas... pourquoi pas, je sais pas. Mais allez-y, du coup, je sais pas je sais plus où je voulais en venir avec ce pourquoi pas. Mais donc, allez-y, réagissez en commentaire. Je vais faire d'autres épisodes, je pense, et on va essayer de découvrir plus de références culturelles dans ce jeu vidéo qui est très riche. Je le répète encore une fois. Voilà, donc c'est tout pour cette fois-ci. Je vous dis à la prochaine fois. C'était l'Heure de l'Histoire pour vous servir.